avec la Crimée et la mer Noire qui concentrent tous les regards depuis 2 jours. Il y a eu bien entendu l'attaque sur le pont de Kerch par les Ukrainiens. Les représailles russes, vous allez voir sur Odessa, elles sont terribles. Et puis la menace sous-jacente de s'en prendre aux bateaux de céréales qui partiraient sur cette mer Noire. Bref, la guerre est quand même loin de la ligne de front. On commence par les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors d'abord, que s'est-il passé en Crimée ? Bien, regardez ces images, il est environ 4 heures du matin la nuit dernière lorsque cet incendie se déclare tout à l'est de la Crimée. C'est un dépôt de munitions qui est en feu sur le terrain militaire du district de Kirovski, l'une des bases arrières importantes de la Russie pour son opération militaire spéciale. On distingue de petites détonations successives, sans doute des munitions qui explosent, puis ces grands panaches de fumée noire qui s'élèvent dans le ciel. On entend aussi des bruits d'explosion sur les vidéos qui ont été filmées par les témoins. L'incendie dure plusieurs heures. On ne sait pas d'ailleurs à l'heure actuelle s'il est éteint. Dans la foulée, les autorités russes sont contraintes d'évacuer plus de 2000 civils qui vivent autour du terrain militaire. Plus important encore, l'autoroute qui relie Sébastopol tout à l'ouest et le pont de Kerch tout à l'est est fermée en pleine période de vacances avec beaucoup de touristes russes qui arrivent sur la péninsule. Bref, un sacré chaos. Selon les premiers bilans des Russes, il n'y aurait pas de blessés. Et dans la même zone, presque au même moment, les Russes ont eux aussi mené une attaque. Oui, une série de frappes aériennes, de missiles de croisière notamment, contre la ville d'Odessa. Sur ces images, des témoins expliquent qu'il s'agit du lancement de missiles depuis des navires dans la baie de Sébastopol en Crimée. La défense antiaérienne ukrainienne se met à l'œuvre pour tenter d'arrêter les projectiles. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir détruit 13 des 16 missiles de croisière calibre lancés par les Russes, ainsi que 23 des 32 drones kamikazes qui les accompagnaient. Mais il y a des dégâts. Ces photos montrent les terminaux céréaliers dans les ports qui exportent les céréales ukrainiennes, que ça soit du fait d'ailleurs des missiles et des drones que la défense antiaérienne n'a pas réussi à intercepter, ou du fait des débris. Les autorités de Kiev parlent d'au moins 12 blessés. Et c'est peut-être l'attaque la plus importante contre cette ville depuis le début de la guerre. Et c'est d'ailleurs la 2e nuit consécutive de raids aériens russes. Regardez sur cette carte. Odessa, on le voit, fait face à la Crimée à environ 300 km à vol d'oiseau du port de Sébastopol, où sont postés les navires russes. Alors on a le sentiment que les Ukrainiens attaquent de plus en plus les Russes autour de la mer Noire et qu'ils insistent en quelque sorte sur cette zone. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, de toute évidence, oui, parce qu'on a représenté sur cette frise les attaques qui sont attribuées à l'Ukraine depuis le début de cette guerre dans cette zone. Il y a eu, en avril 2022, le naufrage du navire Moskva, le navire amiral de la flotte russe. En octobre 2022, la première attaque du pont de Kerch, puis le même mois, une première attaque de drone naval ukrainien. En avril 2023, une attaque de drone kamikaze visant un dépôt pétrolier à Sébastopol. Et en mai dernier, une nouvelle attaque de drone naval. Bref, 5 incidents majeurs depuis le début de la guerre. Mais rien que cette semaine, il y en a déjà eu 2 supplémentaires. Effectivement, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors pourquoi se passe-t-il quelque chose précisément dans cette zone, en bord de mer Noire ? Eh bien parce qu'il y a un intérêt stratégique pour les 2 camps. Côté russe, d'abord, il n'y a pas précisément d'objectif d'occupation du territoire ukrainien à Odessa, mais c'est le point de départ des drones navals qui ont souvent ciblé la Crimée et plus particulièrement Sébastopol. On en parlait tout à l'heure, on se souvient effectivement de cette attaque de drones navals contre un navire russe en mai dernier. Et surtout, c'est à Odessa que se trouvent les 3 principaux ports où les Ukrainiens stockent puis exportent leurs céréales, du moins jusqu'à l'expiration de l'accord sur les céréales lundi, que Moscou, on le sait, a refusé de renouveler. Le ministère ukrainien de l'Agriculture annonce d'ailleurs que la nuit dernière, 60 000 tonnes de céréales ont été détruites du fait des frappes russes. Le ministère qui parle d'ailleurs, je cite, de danger pour la sécurité alimentaire mondiale. Pour Volodymyr Zelensky, ces céréales, c'était à coup sûr la cible des Russes, quand Moscou affirme en revanche n'avoir frappé que des cibles militaires. Écoutez justement le président ukrainien. Росія цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, по житловим районам, по нашим портам. Власне, цієї ночі російські ракети були спрямовані проти
української продової інфраструктури, яка задіяна у продовольчому експорті української агропродукції. І такі удари російських терористів не лише по нашій країні, а по глобальній стабільності. Et puis, côté ukrainien, la Crimée, c'est un symbole, le symbole de l'occupation russe depuis l'annexion en 2014, bien plus peut-être encore que ce que ne l'est le Donbass, avec dans le viseur de Kiev le pont de Kerch, le fameux pont de Poutine, l'ultime trait d'union entre la péninsule et la Russie. Deuxième cible plus stratégique, on en parlait, le port de Sébastopol. On le sait, c'est le port d'attache de la flotte russe en mer Noire. C'est depuis les navires qui y sont postés que partent beaucoup de missiles qui ciblent le sud de l'Ukraine. Merci beaucoup, Justine. Colonel Goya, d'abord votre regard militaire pour avoir un plan large sur cette situation dans cette très vaste région, parce qu'on rappelle que la mer Noire est immense, que la Crimée est immense, qu'elle soit d'ailleurs occupée ou pas. Oui, alors en fait c'est deux zones d'opération différentes, la mer Noire et la Crimée. Si on revient depuis le début de la guerre, au début de la guerre, vous avez la flotte de la mer Noire, qui est une flotte imposante, la flotte russe bien sûr, imposante. Vous avez un croiseur lance-missiles, 5 frégates, vous avez 7 sous-marins d'attaque, donc c'est très imposant. On se dit voilà, les Russes vont dominer complètement les mers. Et effectivement, ils s'approchent des côtes, ils effectuent, c'est grâce à cette approche des côtes près d'Odessa notamment, qui peuvent imposer le blocus. Ils peuvent préparer également des opérations amphibies, on l'envisage, on pense qu'ils vont peut-être débarquer à ce moment-là, en liaison avec les forces terrestres qui longent la côte. Et puis tout s'inverse. D'abord, les forces terrestres sont arrêtées, il n'y aura plus d'opérations amphibies. Puis en avril, on l'a dit, le croiseur Moskva se fait couler. Et on s'aperçoit que les Ukrainiens sont capables de chasser cette flotte depuis la terre à coups de missiles, missiles à longue portée, anti-navires, et voilà, les Russes sont obligés de s'éloigner. Ils ils s'emparent un temps de l'île aux serpents pour en faire une base de secours. L'île aux serpents elle-même est harcelée et finalement reconquise par les Ukrainiens. Et donc on se trouve dans une situation où les Russes sont complètement repoussés de la mer Noire, tel point même qu'une partie de la flotte de la mer Noire est obligée de quitter le port de Sébastopol parce que c'est trop dangereux pour... C'est pourtant leur grande base navale. Exactement. Mais voilà, ils se réfugient un peu plus loin parce que c'est trop dangereux. Donc d'une certaine façon, la mer Noire n'est plus une mer russe. Ils en ont été chassés, ce qui d'ailleurs pose des questions même sur leur capacité à imposer un blocus de fait. Il faut quand même rappeler que ce blocus s'impose à des navires qui sont étrangers, qui ne sont pas ukrainiens, les céréaliers. Ces céréaliers, rien ne les empêche en réalité maintenant de naviguer. Et on se retrouve dans une situation où l'Ukraine pourrait finalement se passer de cet accord pour peut-être relancer l'exportation de céréales. Et puis il y a la Crimée. Et la Crimée, c'est autre chose. Il y a un an, le 17 juillet, je crois, donc juste un an, Medvedev, donc l'ancien président, qui a annoncé que si on touchait à la Crimée, ce serait terrible pour les Ukrainiens. Ce serait l'apocalypse nucléaire. Ce serait l'apocalypse. Il parlait du jour du jugement dernier. Et on se posait la question sérieusement. On se dit, tiens, si on attaquait le pont de Kerch, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on pensait sérieusement que ça pourrait justifier éventuellement une frappe nucléaire? Et puis un an plus tard, le pont de Kerch est attaqué. Là, entre-temps, la Crimée a été attaquée multiples fois. Et finalement, la dernière réaction de Vladimir Poutine, c'était une réaction finalement assez mollassonne. D'où mon idée, c'est que ces attaques sur la Crimée, alors elles ont un lien avec aussi toutes les opérations terrestres. La Crimée, c'est une base arrière pour toutes les opérations russes dans la région. Et en même temps, je pense qu'il y a ce côté un peu grenouille qu'on est bouillante. Vous savez, vous montez la température petit à petit, et puis la grenouille finit par mourir sans s'en rendre compte. Mais là, c'est pareil. À force d'attaquer la Crimée, vous rentrez dans l'esprit des gens que la Crimée, c'est une zone de guerre comme les autres, que peut-être un jour, on verra des commandos ukrainiens poser le pied, hop, et voilà, ça a un degré de plus, et ainsi de suite, pour préparer en tout cas les esprits que la Crimée n'est pas une zone particulière, n'est pas une zone protégée, n'est pas une zone ultra sensible, et qu'elle peut très bien un jour être reconquise par les Ukrainiens. D'où l'attaque sur ce terrain militaire, là, dont on va revoir les images de l'incendie. C'est ça, Jean Quatremer, le sens de ce type d'attaque? Alors d'abord, une notation que je tiens à faire, c'est sur les cibles
des Russes. Ce sont de moins en moins des cibles militaires, en tous les cas en profondeur. Autant les Ukrainiens tapent en profondeur sur des cibles militaires ou d'intérêt stratégique, autant les Russes, eux, restent sur des cibles civiles, des restaurants, des entrepôts de céréales, etc., etc. Alors ils prétendent malgré tout au ministère de la Défense, vous allez le voir, qu'il s'agit de frappes groupées sur des sites industriels militaires. Oui, bien entendu, le ministère de la Défense... Depuis le début, de toute façon, il nie frapper des immeubles, des HLM, etc. Donc il faut avoir ça dans l'idée. Les Russes, effectivement, et je trouve que le terme choisi par Zelensky est juste, ce sont des terroristes qui se comportent comme des terroristes et qui ciblent des civils, ce que ne font pas les Ukrainiens. Et ça, c'est très important. Les Ukrainiens font extrêmement attention de ne pas taper le civil. Alors, ils pourraient le faire. Notamment, on voit bien désormais, quand même, la Crimée est à portée de missiles Storm Shadow, de missiles Scalp. Là, je parle sous le contrôle du colonel Goya. Le Storm Shadow et le Scalp. Voilà. Donc, c'est quand même ça, une portée de 400 km. Et il pourrait taper, effectivement, des zones civiles en Crimée. Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être l'erreur que vient de commettre, mais cette même chose, je suis très prudent, que viennent de commettre les Russes. Parce qu'ils ont tapé à partir de la Crimée sur Odessa. Et ça rappelle quand même que ça rappelle la présence de cette flotte. Et ça peut justifier des représailles. Je veux dire, pourquoi ne pas en finir une bonne fois pour toutes avec la flotte russe dans la mer Noire? Les bateaux sont taqués, une grande partie des bateaux. Je veux dire, ce que montre cette guerre, c'est que contrairement à ce qu'on croyait, c'est qu'en réalité, l'artillerie est fondamentale, les missiles, c'est fondamental, que d'avoir des énormes bateaux, des avions de combat d'enfer, de machin, etc., ça ne sert à... Enfin, si, ça sert, mais ça n'est pas aussi déterminant qu'on l'imaginait. En réalité, ce qui est déterminant, encore une fois, et toujours, et c'est la reine des champs de bataille, c'est l'artillerie, ça reste vrai. Et moi, je me rappelle, au tout début du conflit, j'avais fait cette remarque à plusieurs militaires rencontrés sur votre plateau, en disant, mais c'est complètement dingue ce qui se passe, parce que la démonstration qui est en train d'être faite, on disait que l'artillerie, ça servait à rien, les missiles longue portée, c'était l'avenir, les avions furtifs, etc., etc. Et là, tout ça a disparu. C'est une guerre quasiment presque la seconde guerre mondiale. D'artillerie. Voilà. Et là, donc je me demande si les Russes n'ont pas fait une erreur et si demain on pourrait pas avoir une contre-attaque contre la flotte de la mer Noire. Et le monde entier approuverait, parce que même là, il y a un élément géostratégique, je terminerai là-dessus, c'est le fait qu'ils aient dénoncé l'accord de la mer Noire, qui permet donc justement d'exporter des céréales à destination du Sud global. Parce que les céréales, nous, on n'en a pas besoin. Les Européens, on n'en a pas du tout besoin. Ça, on est autosuffisant. En réalité, il s'agit d'éviter des famines, notamment en Égypte, qui dépendent à 90%, et tout le Maghreb, du blé et des céréales ukrainiennes. Et là, je crois que tout le monde dirait, mais attendez, si jamais les céréales n'arrivent plus, donc on va avoir une famine. Ça veut dire que dans 6 mois, 1 an, on a une famine dans toute au Mashrek et au Maghreb. Tout le monde trouvera ça normal que les Ukrainiens, effectivement, réduisent au silence la flotte de la mer Noire. Alors, revenons dans l'ordre avec vous, Olivier Védrine, sur précisément ce dépôt de céréales qui a été attaqué. On a vu les images tout à l'heure, donc elles sont très claires. 60 000 tonnes de céréales, dit Kiev. C'est quoi le sens de cette attaque? Est-ce que c'est pour dire, surtout, ne vous avisez pas de charger des bateaux et de tenter la traversée? Je pense que c'est plutôt ça. C'est tout à fait ça. C'est, voilà, maintenant, les bateaux céréaliers, c'est considérés comme des bateaux, entre guillemets, de guerre. Donc vous ne les chargez pas, donc là c'est un avertissement. Alors c'est dangereux parce que lui il a besoin de ce Sud là pour sa campagne, je dirais, diplomatique mondiale, et c'est ce Sud là qui va être touché par cet embargo. Donc alors il a fait une déclaration comme quoi il était prêt à fournir gratuitement du blé à l'Afrique. Bon, moi je demande à voir, mais là c'est à double tranchant, parce que ce blé-là, nous, on n'en a pas besoin. Les États-Unis n'en ont pas besoin. L'Europe n'en a pas besoin. C'est l'Afrique. C'est ce Sud global dont il a besoin. Et c'est quelqu'un qui brûle ses vaisseaux au niveau stratégique et diplomatique. Effectivement. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé, notamment l'attaque du pont de Kerch, parce que ça a évidemment marqué les esprits. Vladimir Poutine s'est senti obligé d'intervenir en direct à la télévision. Aussi parce que c'est la pleine saison touristique, Galia Kerman, vous nous le direz dans un instant. Regardez les envoyés spéciaux de la télévision russe. Ils sont allés dans la zone du pont de Kerch. Et alors, rassurez-vous, tout se passe très bien.
В принципе, туристическая сфера не пострадала, люди продолжают ехать. Для кого-то это новое приключение, то есть рассчитывали поехать по мосту, сейчас по морю, на пароме, можно пофотографироваться, насладиться видом. Очень много дельфинов в проливе, поэтому, в принципе, все довольны, все в порядке. Настроение в городе спокойное, ательеры подготовили места размещения, то есть на данный момент готово 200 номеров, это 3 гостиницы и санатория на территории города, комфортные условия, хорошие номера, готовы предоставить питание. Вчера также предоставляли по необходимости медицинскую помощь. Если нужно будет, еще 1500 мест также готовы принять туристов на неопределенный срок. Но, в принципе, хочу сказать, что сегодня уже особой необходимости в этом нет. Автомобили отправляются по Крымскому мосту, кто-то использует уже сухопутный маршрут, поэтому проблем никаких, все замечательно. Лето, море, солнце, Крым с распростертыми объятиями ждет всех гостей. Voilà, c'est une nouvelle aventure, hein. C'est exactement ce que dit cet envoyé spécial. Vous prenez le ferry, vous verrez des dauphins. C'est quand même assez étonnant, non? C'est assez étonnant, d'autant plus que cette dame parle de quantité de chambres assez dérisoires, 200 chambres, oui, 1500 lits supplémentaires, etc. Vous savez, normalement, la Crimée, pendant une saison touristique, accueille quelque chose comme 4 ou même 5 millions de personnes. Ah oui. Là, ce que j'ai lu, même avant cette explosion du pont de Kertch, il y a eu 50 000 touristes, ce qui n'est pas énorme parce que la saison a déjà bien commencé. Et il y a une panique qui commence, contrairement à ce que dit cette dame, bien sûr, peut dire ce qu'on lui dit de dire, elle répète. Il y a eu un problème parce qu'il y a eu un mouvement très fort de voitures dans le sens inverse pour quitter la Crimée. Ils avaient du mal à quitter la Crimée. Ils ont été obligés d'envoyer une partie du trafic vers les républiques autoproclamées DNR et LNR, les républiques du Donbass. Je dois dire que ce ne sont pas les endroits les plus sûrs de la Terre non plus. Et donc les gens, au lieu d'avoir des vacances, soleil, mer, dauphin, machin, et ils ont des vacances gâchées. Et il doit y avoir un sentiment de la peur qui s'installe. Et je pense que c'est exactement le sens de ce que font les Ukrainiens. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, quand la Crimée a été annexée, il y a eu quand même un taux d'approbation très élevé. Quelque chose comme 90% des Russes étaient heureux de récupérer la Crimée. Mais aujourd'hui, l'annexion... Récupérer, disait-il, bien sûr. L'annexion a été banalisée avec l'annexion de 4 autres régions. Et finalement, c'est le retour du balancier parce que c'est une région comme une autre et c'est une région qui commence à être une région de guerre. En tout cas, on voit, oui, en effet, Jean Quatremer, c'est une zone de guerre dont peut-être certains journalistes russes voudraient nous faire croire qu'elle est extrêmement pacifique et que la normalisation du Kremlin fonctionne à plein. J'adore. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ces images, mais elles sont fantastiques. On a mais c'est vraiment 1984, vous savez, le roman d'Orwell, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est une réalité alternative. On se demande de quoi il parle. C'est venez passer vos vacances au Donbass, quoi. Oubliez Bali. Le Donbass vous tend les bras. Nous avons 2 chanchons qui vous accueillent. Les gens sont tellement charmants dans le coin. Et en plus, le soir, vous avez des feux d'artifice. Mais ils sont complètement... mais c'est presque angoissant. Alors, c'est Audrey Chabaye, notre chef d'édition, qui a toujours le talent de dégoter ce genre d'image, effectivement. Félicitations. Hein. Olivier Védrine. Oui, alors, il faut savoir aussi que les investissements, les promoteurs, les hommes d'affaires russes ont bétonné aussi la Crimée depuis 2014. Vous avez fait un super reportage sur sa résidence Monaco, avec des appartements à 70 000 €, je crois, qui étaient pratiquement... tous normalement vendus, et je me rappelle de ce promoteur russe qui disait que bon, tout va bien, regardez, on va faire une Côte d'Azur, et là c'est le flop total. Donc c'est normal qu'il y ait cette publicité, parce que c'est de la publicité mensongère,
pour pouvoir effectivement appeler les gens. Alors j'imagine ceux qui vont se retrouver dans le Donbass. Moi, le Donbass, en 94, j'ai fait mon premier voyage étudiant à Gorlovka et je me rappelle que c'était pas franchement un site de vacances. Vous voyez, je donnais des cours à l'Institut français de l'université de Gorlovka et donc voilà. Et c'était vraiment pas le coin où vous voulez aller. Donc j'imagine un peu la déconvenue s'ils doivent se retrouver dans le Donbass. Voilà. Bon, alors la Crimée. On a bien compris. On va revenir sur le mode opératoire avec vous, colonel Goya, parce qu'on a vu ces essaims de drones qui ont attaqué Odessa. Autre image qui a été largement diffusée à la télévision russe, vous allez le voir, c'est le nouveau drone kamikaze révolutionnaire équipé d'intelligence artificielle. Regardez d'abord la présentation et votre commentaire ensuite, colonel Goya. Сенсация и абсолютный эксклюзив. Следующее поколение «Ланцета» – изделие 53. Из-за соображения секретности его даже еще не показывают целиком. Предназначен для нанесения группового удара. Для этого вместо катапульты была разработана специальная пусковая установка на несколько дронов. А представляете, 20-30 таких установок, запускающих целый рой ланцетов. Ну, это простота применения. Простота применения, значит, и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Вот и все. То есть у него какой-то защищенный канал будет или его вообще не будет? Ну, я бы детали не стал рассказывать, да, но, в общем, практически невозможно будет с ним сражаться. Новый ланцет должен вписаться в концепцию сетицитрической войны. Voilà. Alors, c'est intéressant et c'est effrayant aussi malgré tout parce qu'il peut y avoir ces fameux essaims de drones équipés d'intelligence artificielle, plus efficaces, plus mortels, du coup, que les générations précédentes. Oui, alors déjà, bon, il faut se méfier, ça doit être la 8e arme miracle que les Russes présentent depuis le début de la guerre, à peu près. On se souvient d'un canon laser qui allait intercepter justement les drones et tous les missiles, etc. Bon. Oui, ce qui est certain, c'est que les Russes travaillent quand même dans ce domaine, qu'ils ont développé des drones, notamment les drones Lancet, qui sont déjà des munitions téléopérées qui sont relativement efficaces. Là, la particularité de ces nouveaux drones, s'ils sont réellement mis au point, ce serait qu'ils peuvent se guider peut-être tout seuls sur leur cible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être guidés à distance, qui est généralement le point faible en réalité des drones. C'est-à-dire que s'il est guidé à distance, vous pouvez brouiller la communication. La plupart des drones qui sont abattus, en fait, ce sont des drones qui sont brouillés et qui sont perdus et qui s'écrasent, dans la grande majorité des cas. Donc là, si vous avez des drones autonomes, ce qui est quand même beaucoup plus sophistiqué, et donc accessoirement beaucoup plus cher aussi, ces engins peuvent se diriger tout seuls dans une zone et puis choisir les cibles sur place. Bon, les Occidentaux ont cette technologie, les Ukrainiens ont cette technologie de drones qui se guident tout seuls? Non, pas à ma connaissance. Mais et l'essaim, alors peut-être oui. L'essaim, parce que c'est important cet effet de masse, c'est-à-dire qu'arrêter un drone, c'est une chose, en arrêter 30 qui arrivent en même temps, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Alors là aussi, il faut qu'il y ait une coordination entre ces drones, là aussi, donc il faut qu'il y ait une communication. Toute communication peut être brouillée, ou alors ils sont programmés à l'avance, mais des essaims de drones, ça fait longtemps que ça on sait faire. Les Ukrainiens utilisent des drones par groupe pour attaquer notamment la Crimée. Donc là, oui, plus il y a un effet de masse, mais bon, vous utilisez un obus à sous-munitions, vous avez aussi un effet de masse sur la zone. Oui. Vous pouvez utiliser des obus d'artillerie qui se guident eux-mêmes également sur leurs objectifs lorsqu'ils sont près de la zone, qui sont très précis. Donc oui, c'est bien. Alors attendons de voir. Ils ne sont pas faits, ils ne sont pas encore sur le champ de bataille, loin de là, certainement. Et puis on verra quoi. Effectivement, on trouvera une solution. Il y aura peut-être des obus à sous-munitions bientôt, effectivement, oui. du côté ukrainien. Ça a certainement beaucoup plus d'impact sur le champ de bataille que des essaims de drones. En tout cas, mais les Français et les Suédois et les Américains fabriquent des obus dits intelligents, c'est-à-dire capables, on les lance et l'obus devient furtif et va chercher sa cible. Un obus d'artillerie, il arrive sur la zone. Il faut quand même l'envoyer sur une zone. Sur la zone. Et après, il change de comportement. Il choisit une grosse masse métallique. Et puis, il va dessus.
Sur les chars, essentiellement. Oui, c'est je pensais à l'Excalibur, c'est ça. Oui, l'Excalibur, c'est ça. C'est-à-dire qu'il arrive sur... Il faut l'envoyer quand même sur la zone, il ne va pas tout seul. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'envoyer à 100 km de là et ensuite il va se balader pour chercher une cible. Non, c'est quand il arrive vraiment au-dessus de la zone que là, il y a un système de détection, je crois que c'est magnétique, il cherche une grosse masse métallique et il va ou par radar. C'est ça. Et qui va, donc il modifie, à ce moment-là, il modifie. Vraiment à la fin. D'accord, à la fin. Alors je reviens sur la présentation, parce que c'est toujours la même chose. Il y a aussi une guerre d'image, Olivier Védrine. C'est quoi? C'est pour rassurer la population, dire ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas... Ça me rappelle les annonces des armes miracles, ce qu'on disait tout à l'heure, Colin Goya. C'est-à-dire qu'on a eu, mais déjà il y avait 2-3 ans, il y avait des armes miracles, les missiles capables de shooter les porte-avions, les armes laser, etc. Là, ça me paraît la même chose. Donc, une maquette et une vidéo. Voilà. Donc, pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil. Encore des annonces. On va voir. Comme disait le colonel Goya, c'est pas encore sur le terrain. Donc, voyons voir ce qui va se passer sur le terrain. Et par rapport aux armes à sous-munitions, là aussi, je suis d'accord avec le colonel Goya, les armes à sous-munitions, c'est beaucoup plus rustique, c'est beaucoup moins cher, et ça peut avoir aussi un effet destructeur aussi important. Bon, parce que la réalité sur le terrain, effectivement, elle tient peut-être en une autre image que vous allez découvrir. Assez classique, hein, Galia Ackerman, me direz-vous. Ce sont ces prêtres orthodoxes qui bénissent. Vous allez le voir, l'image est spectaculaire, du matériel qui n'est pas de toute dernière génération. Le colonel Goya nous le confirmera peut-être, des chars qui sont envoyés au front. C'est toujours l'église orthodoxe de Kirill, hein, qui est quasiment en première ligne, qui bénit ce matériel qui monte au front. Il y a une symbolique qui est très forte, bien sûr. Oui, c'est pas du tout nouveau. Les prêtres russes, y compris l'hiérarchie de l'Église orthodoxe russe, ont également béni les chars en partance à la Tchétchénie. En fait, la guerre de la Tchétchénie a été en quelque sorte le prototype de toutes les autres guerres à venir russes. Et c'est la position de l'Église russe qui va très loin. Par exemple, il y a eu un prêtre qui a été défroqué parce que dans une prêche, dans une prière, il a remplacé le mot victoire par le mot la paix, c'est-à-dire compris non pas pour la victoire, mais pour la paix. Ça a été suffisant pour le... Il a été exclu de l'Église, pas défroqué. Oui, pardon. Oui, exclu de l'Église. Exclu peut-être défroqué par ailleurs, mais ça, qui peut le savoir? Oui, exclu de l'Église. Et ce culte militaire, vous savez, il existe par exemple une énorme cathédrale et tout un parc de loisirs militaires aux environs de Moscou. Et la cathédrale s'appelle le Temple des forces militaires russes. C'est-à-dire il y a quand même une très forte jonction entre l'Église orthodoxe et le militaire. Et il y a eu aussi des prêches des hiérarques orthodoxes qui disaient que c'était non seulement honorable de mourir pour la patrie, mais c'était le pendant des islamistes, que si quelqu'un mourait pour la patrie, tous ses péchés étaient lavés et il allait droit au paradis. Vous voyez ? Oui. Chez les islamistes, c'est 40 vierges qui les attendent. Ou 70, selon les comptages. 70. Alors, Michel Goya, c'est pas rare de bénir les troupes. Hein. D'ailleurs, je crois que toutes les armées, ou beaucoup d'armées l'ont fait au fil du temps. Le matériel, c'est un petit peu plus inattendu, non? Oui, alors c'est pas complètement nouveau. Je me souviens d'images, là aussi, de prêtres... bénissant des avions partant en Syrie. Oui, donc effectivement, c'est assez courant dans la Russie poutinienne. Ouais. Ça passe un peu de mode quand même. Mais c'est historique. Dans les armées occidentales. Sur l'arme, les armes miracles, je rappelle quand même que ce n'est jamais une arme qui a permis de gagner une guerre. Il faut arrêter avec ce truc des armes miracles. En plus, on a l'exemple, celui d'Adolf Hitler, qui a compté jusqu'au bout sur les armes miracles. Il y a une seule arme miracle qu'on a citée, qui est la bombe atomique, donc l'invention de la bombe atomique. Et on dit que c'est ce qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, la capitulation du Japon. Ce qui est faux. Je veux dire, qu'est-ce qui change? C'est une bombe qui détruit Tokyo ou 1000 bombardiers qui détruisent Tokyo.
pour les Japonais, le résultat est exactement le même. Ce qui a tout changé en 1945, c'est le fait qu'il y a un second front qui a été ouvert par les Russes, l'URSS au nord, et qui a fait capituler le Japon. Donc encore une fois, là c'est très bien, c'est pour maintenir le moral des populations, c'est ce que disait Adolf Hitler à ses citoyens. Vous allez voir, on va inventer des armes nouvelles qui vont nous permettre de gagner la guerre. Rappelez-vous le V1, le V2, qui devait mettre à genoux la Grande-Bretagne, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, c'est pas seulement l'arme elle-même, d'abord c'est le nombre d'armes qu'on est capable de produire, et ça reste à démontrer, leur utilisation et le fait qu'on peut exploiter ensuite l'utilisation de ces armes. Et tout ça manque à la Russie actuellement. Peut-être que quand on bénit une arme, ça devient une arme miracle. Pardon. Pas mal. Bien vu. Oui, d'une manière générale, les armes, on les présente pas avant, quoi. Les armes surprises, les trucs qui vont décider sur la guerre. Non, mais l'arme atomique n'a pas été présentée avant. Ah non, Elle est tombée. Mais il faut comprendre que dans l'histoire russe, l'histoire russe, c'est grosso modo le tsar, maintenant c'est Poutine qui le remplace, mais c'est l'armée et l'orthodoxie. Et ça explique tout. C'est pour ça que vous avez des fois un mélange, mais la Russie, l'Empire russe, c'est l'armée et l'orthodoxie. Et le tsar qui est au-dessus, c'est tout. Dernier petit mot là-dessus, on va je voulais parler juste, recrutement. Ajouter que je pense que la démonstration de ces soi-disant armes miracles futures, toujours les bonnes choses vont arriver dans un futur, dans un avenir radieux, ça cache, c'est aussi une sorte de cache-misère parce que l'état actuel des armements qu'on voit réellement au front, c'est des armements très souvent tout simplement obsolètes, des années 70. De plus en plus anciens, en fait. Très anciennes. Et donc, même avant cette guerre, comme Olivier l'a mentionné, on montrait de temps à autre des armes miracles à la télévision. C'était toujours des prototypes. Ensuite, il y avait un exemplaire dont on ne sait pas s'il était fonctionnel ou non, qui apparaissait à un défilé du 9 mai. Et ensuite, on n'en parlait plus. Mais en fait, cette guerre a démontré l'état catastrophique des armements russes. Oui.